Bonjour, on va regarder aujourd'hui plusieurs civilisations qui sont très différentes des civilisations occidentales, mais très importantes dans ce qu'on appelle l'histoire des médias. En première partie, on va regarder l'Afrique et dans une vidéo subséquente, on va regarder la Perse. Donc, si vous vous souvenez, en classe, on a déjà traité beaucoup de l'Afrique. On a pratiqué avec les tam-tams. Donc, ce ne sont pas des choses que je vais refaire dans la vidéo, évidemment, puisqu'on l'a déjà fait en classe il y a quelques semaines. Mais ce qu'on va faire plutôt, c'est une récapitulation des choses importantes qu'il faut se souvenir en termes de l'histoire médiatique de l'Afrique. Et dans une vidéo, après, je ferai la même chose pour la Perse. Comme d'habitude, on va se concentrer un peu sur les médias précoloniaux ou les médias où il n'y a pas vraiment de contact avec le monde occidental, bien qu'il y en avait toujours eu. Un de ces médias, évidemment, c'est le masque. On va en parler un peu plus tard. Ça, on n'en a pas parlé beaucoup en classe. On va revenir plus en détail là-dessus. Si on regarde l'histoire des médias en Afrique depuis la colonisation, on va voir qu'il y a toute une histoire très riche à raconter, qu'il y a beaucoup de parallèles avec les médias de masse qu'on peut voir en Occident. Donc, c'est pas cette histoire-là qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'histoire des médias précoloniaux en Afrique. Évidemment, on a des défis historiographiques avec l'Afrique. Donc, premièrement, l'Afrique est un continent, pas un pays. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs civilisations qui ont existé sur plus de 3000 ans et plus encore. Et donc, on ne peut pas résumer l'histoire de plusieurs civilisations aussi facilement. Donc, comme d'habitude, je me promène un peu partout et je prends un peu une espèce de polaroid de certains éléments, mais qui ne sont pas vraiment généralisables à l'entièreté de l'histoire médiatique de ce continent. On peut dire que la période de l'histoire des médias peut être divisée selon la période paléolithique, comme on a déjà vu, mésolithique et néolithique, donc la préhistoire. Donc il y a une préhistoire dans l'histoire des médias africains. Il y a aussi la période antique qui inclut l'Afrique du Nord, l'Égypte, Carthage, on a déjà vu l'Égypte, on n'a pas vraiment touché à Carthage. Il y a aussi la période précoloniale, donc la période coloniale aussi, et la période postcoloniale. En termes de documents, nous savons qu'il y a beaucoup plus de documents qui existent depuis la période coloniale et la période postcoloniale avec les médias de masse. Pourquoi? Parce qu'il y a des sources qui existent et c'est facile pour nous d'avoir accès à ces sources-là, surtout qu'elles sont souvent en format ou dans des médias qui sont favorisés par l'Occident. Et pourtant, l'Afrique a ses propres médias. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, les médias africains, qui ne sont pas nécessairement les mêmes médias qu'il y a en Occident. Donc, l'histoire de l'Afrique, vous savez, c'est l'histoire de toute l'humanité, puisque tout le monde vient de l'Afrique au bout du compte. Oui, il y a des gens qui se sont éloignés du continent africain à plusieurs reprises, plusieurs migrations, mais à la base, les Homo sapiens viennent de l'Afrique. Il y a eu des mélanges avec d'autres formes d'êtres humains, mais à la base, les Homo sapiens viennent de l'Afrique. Une des questions historiographiques qu'on doit se poser quand on regarde l'histoire des médias de l'Afrique, est-ce qu'on doit se concentrer sur des royaumes, des empires ou des médias en particulier? Quels sont les documents médiatiques qui sont disponibles pour raconter cette histoire? Surtout si une grande partie de cette histoire est orale et non pas sur un document qui peut être transmis facilement de génération en génération. Maintenant, l'histoire du document, on va revisiter ça aussi. C'est pas vraiment vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de documents qui existent dans la période précoloniale. Il y a bien des documents, c'est juste qu'ils n'ont pas été reconnus comme étant des documents. Mais il y a des pratiques, il y a des médias qui subsistent jusqu'à aujourd'hui, qui sont sous forme médiatique, sous forme de documents qu'on peut transférer d'une génération à une autre. Vous savez que ce qui est intéressant avec l'histoire des médias, c'est qu'une fois qu'un document est créé, des gens qui ne sont pas nés à l'époque où le document a été créé peuvent avoir accès à cette information-là, à ce savoir, bien après que la personne qui a créé le document original soit décédée. Donc le document a cette espèce de façon de lier le passé, le présent et même le futur. Avec les médias plus oraux, il y a une tradition qui est partagée, mais elle est partagée de façon générationnelle. Donc quelqu'un doit se rappeler du conte, de l'histoire qui a été dit par quelqu'un d'autre, le raconter à quelqu'un d'autre et le transférer de génération en génération. Donc, les médias traditionnels oraux sont différents des médias écrits de cette façon. Certaines personnes ont préféré avoir la certitude du document écrit, se disant qu'il n'a pas été modifié. Et oui, les documents peuvent être modifiés en tout temps. Faut pas penser que parce que le document est fixé sur un média, qu'il n'est pas modifié, qu'il n'est pas changé. Il y en a qui vont dire, on n'aime pas l'incertitude d'avoir un média oral. En d'autres mots, quelque chose qui est raconté d'une personne à une autre sur plusieurs centaines et milliers d'années. Est-ce qu'il n'y a pas de changement? Est-ce qu'il n'y a pas de contexte
contexte qui change? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la personne qui s'intègre dans l'histoire pour changer, pour mettre des nuances un peu partout? C'est très possible aussi, mais on le fait déjà avec les médias écrits qui, eux, souvent sont interprétés de façon différente de laquelle ils étaient interprétés à la base quand ils ont été créés par les premières personnes qui les ont affixés sur des documents. Donc, est-ce que c'est vrai de dire que le média oral change et n'est pas vraiment consistant sur plusieurs générations, années, siècles, millénaires? Si on dit ça, il faut qu'on le dise aussi du média écrit. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment raconter l'histoire d'un continent qui partitionne les peuples. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de partout et un continent qui n'est pas unique. En d'autres mots, que les gens qu'on retrouve en Afrique, il y a une diversité incroyable de peuples, de royaumes, d'empires sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Comment est-ce qu'on peut tout catégoriser ça ensemble? On ne peut pas vraiment le faire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux sources? Donc, l'aventure historique est difficile car des sources de transmission orale de faits précoloniaux remplaçant les sources documentaires sont questionnés souvent par les historiens. On vient juste d'en parler. Les sources coloniales sont plus faciles à obtenir pour un historien. L'accès aux sites historiques qu'on peut retrouver en Afrique présentement, où on peut aller chercher de ces documents fixés à des médias, sont souvent difficiles d'accès aussi. Est-ce que les médias oraux, donc les histoires qui sont racontées d'une personne à une autre, ont été modifiés, ont été changés avec la venue des colons occidentaux? Est-ce que ceci a changé la portée ou le contexte de certaines des histoires qui sont racontées et transmises? C'est difficile. On peut affirmer que souvent, l'histoire africaine est plus axée sur l'histoire de la royauté et non sur l'histoire sociale. Donc, on va moins raconter l'histoire de qu'est-ce qui se passe dans un village. On a déjà vu avec l'Inde, qui sera dans une vidéo prochaine, puisqu'on l'a déjà fait en classe, que c'est un peu le contraire. Avec l'Inde, on regarde l'histoire sociale dans une communauté directement. Tandis qu'en Afrique, on est plus porté vers les histoires des royautés, des monarchies, donc une histoire politique. Avoir accès aux sites historiques en moment de crise est très difficile. Donc les historiens africains vont probablement, eux, choisir de raconter l'histoire de la période coloniale et de la période post-coloniale, car les documents sont plus faciles. Et l'accès à des sites historiques est beaucoup difficile. Qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas de financement pour envoyer une équipe sur un terrain pour aller faire des excavations de nature archéologique? Qu'est-ce qui arrive? Quelque chose qui est très important pour comprendre l'histoire néolithique de l'Afrique, c'est de comprendre la migration du peuple bantou. Donc les bantous, c'était un peuple qui maîtrisait la fonte du fer, donc pouvait avoir des outils et même des armes comme des lances faites de fer qui avaient été fondues. Ce peuple-là maîtrisait aussi l'agriculture de subsistance et la poterie. Nous savons tous que l'agriculture veut dire les animaux, mais aussi des céréales. La poterie, on l'a vu avec les Grecs, on peut faire des bas-reliefs et des gravures sur de la poterie qui communiquent des messages aussi. Donc en migrant de la région du Nigeria actuelle vers l'est et le sud de l'Afrique, les Bantous ont transporté avec eux plusieurs technologies supérieures aux peuples qui étaient installés déjà un peu partout ailleurs dans leur passage. Donc cette immigration-là est un événement important dans l'histoire de la communication car la langue bantou, elle s'est répandue partout en Afrique et ce, à ce jour, il y a plusieurs dialectes et langues de souche bantou qui existent partout. Donc, comme le dit Hitler, d'après lui, l'histoire des médias commence avec l'écriture. Nous savons tous que ce n'est pas la réalité. Nous l'avons démenti à plusieurs fois déjà. Donc, les traditions orales africaines qui datent de la préhistoire sont souvent un des véhicules principaux de la transmission du savoir. Mais cette transmission-là est aussi appuyée par des traditions écrite. Donc, si on dit que la littérature est un art universel, elle peut être transmise aussi de façon orale ou écrite. Donc, si je raconte l'histoire d'un grand héros qui a combattu des forces du mal, est-ce que ça doit nécessairement passer par un poème, un livre, ou est-ce que ça peut être quelque chose qui est transmis de façon orale? Les Grecs, avec Homère, avaient commencé une tradition orale de l'histoire d'Ulysse et de d'autres héros grecs. Et pourtant, les Africains, eux aussi, ont des traditions de littérature qui sont transmises de façon orale. Mais on peut retrouver aussi une autre forme de littérature qui est transmise de façon orale, donc les dictons, les proverbes qui exercent une certaine influence sur les mœurs de plusieurs peuples africains et qui sont répétés de façon systémique de génération en génération. Et donc, ils sont mémorisés, un peu comme on l'a vu avec les Romains qui, eux, mémorisaient les lois
les patriciens maîtrisaient ces lois et les transmettaient de façon orale, eh bien les Africains faisaient de même aussi avec des dictons, des histoires et leur propre littérature. Donc si on regarde les formes de communication orale africaine, on y retrouve la littérature qui inclut des contes, des histoires impliquant des humains et des animaux. Ça peut être des créatures fictives aussi, des dieux. Il y a une histoire racontée par un raconteur. Donc le côté performance du raconteur est très important dans cette culture et cette littérature. Pourquoi est-ce que les histoires racontées par les raconteurs étaient si importantes? C'est parce que c'était la forme d'enseignement qui était utilisée pour les jeunes. Donc, ce sont des experts raconteurs qui transmettent un savoir à d'autres générations en leur racontant ces histoires-là qui font partie de la culture de ces peuples et qui est transmise de façon orale de génération en génération. Mais les raconteurs sont des experts. C'est pas n'importe qui raconte ces histoires. On retrouve encore une fois les proverbes et le dicton. On retrouve aussi la poésie. Donc, la poésie est mémorisée par cœur et chaque stance est divulguée de façon précise. Encore une fois, on peut faire un rapprochement avec qu'est-ce qu'on voyait à Rome ou même en Grèce où les choses étaient racontées, les choses étaient mémorisées et donc il n'y avait pas de déviation. Donc, même si que le média n'est pas inscrit sur un document, on voit que le tout est raconté de la même façon de génération en génération. Finalement, les autres médias oraux sont ceux qui nous proviennent d'instruments musicaux, le mieux connu est le tambour parleur. Donc, on sait que le tambour parleur peut faire une mimique d'un langage parlé et que les gens dans la communauté qui comprennent le message comprennent exactement ce qui est dit. Comme j'en ai parlé en classe, on sait que même aujourd'hui, les messages des tambours parleurs sont des fois diffusés à la radio. Mais pourquoi c'est diffusé à la radio? Pourquoi est-ce que la personne ne fait pas juste parler et raconter ce message? Pourquoi est-ce que vous allez sur Instagram pour échanger des photos, tandis que vous pourriez prendre le même téléphone pour appeler quelqu'un pour lui raconter la même chose que vous avez envoyé sur des photos. Il faut se mettre en contexte que les modes de transmission médiatique sont propres à chaque société. Donc, si pour eux, utiliser la radio pour transmettre les messages des tambours parleurs, c'est bon, c'est bon. Si pour vous, aller sur Instagram ou TikTok pour transmettre quelque chose que vous pourriez transmettre sur Facebook ou en prenant le téléphone pour parler à quelqu'un ou le dire dans la rue, pourquoi est-ce qu'on jugerait? Donc, évidemment, je vais vous demander de regarder les vidéos qu'on a écoutées sur les tambours parlants en classe et de vous rappeler les enseignements qu'on a fait en classe. C'est pas des choses que je vais mettre dans la vidéo, on l'a déjà fait en classe. Finalement, on va revenir sur un sujet que j'avais à peine effleuré, qui est le masque africain comme un média de transmission. Donc, le masque africain a plusieurs fonctions dans les communautés et pour des individus. Donc, soit que c'est un média collectif ou un média individuel. Il faut se rappeler de ça, c'est très important. Donc, peut-être que dans une communauté, tel masque est utilisé à des points de vue performatifs. Ça peut représenter souvent des ancêtres ou d'autres concepts ou symboles reconnus d'une communauté ou ça peut être des idées d'expression plus personnelles qui proviennent d'un individu. Le masque africain et d'autres accoutrements qui l'accompagnent peuvent servir de déguisement et même de symbole punitif. Donc, ce que le masque africain ici sert, c'est envoyer un message. Donc, si c'est un outil ou un symbole punitif, qui porte ce masque signifie son état d'être puni. Donc, le côté médiatique du masque ressort du fait que la personne qui le porte envoie un message qui est reconnu de son récepteur. Alors, le masque africain devient un média. C'est pas un média traditionnel pour nous, mais c'est bel et bien un média. En termes de performance, il peut aussi être un outil de représentation. Donc, quand je fais une danse en portant ce masque et d'autres accoutrements, je signifie et j'exprime des symboles, un message qui est compris de la communauté de laquelle provient le masque. Je peux jouer le rôle d'une autre personne, un peu comme au théâtre. C'est comme si je pouvais porter un masque de harlequin. Alors, les messages qui sont véhiculés à travers ce masque sont compris des autres. Maintenant, que les Occidentaux ne comprennent pas la signification de ce masque, ça c'est autre chose. Mais ce masque reste quand même un média. Il véhicule un symbole qui est compris de sa communauté. Il peut représenter des idées qui sont exprimées. Donc, c'est important de comprendre ce masque africain comme un média qui est un document puisqu'il reste de génération en génération et peut avoir été construit par quelqu'un qui est décédé quand une autre personne voit sa signification plus tard. C'est tout ce que j'avais pour les médias en Afrique. Prochaine vidéo, la Perse antique. À bientôt.